Excellence, Madame Kersti Kalulay, bonjour. Vous venez de faire une visite avant de venir ici au Sénégal, au Bénin. Quels ont été les principaux points de cette visite? En fait, on a discuté beaucoup de développement et particulièrement de développement numérique avec Bénin. Ici, je pense que ce sera la même chose. Et même avant, dans les autres pays d'Afrique où c'était normalement ces discussions, comment trouver une opportunité à faire du leapfrogging. C'est une petite grenouille qui est très populaire en Afrique, faire du leapfrogging. Voilà, utilisant les nouvelles technologies et numériques en particulier. Parce que l'Estonie, c'est un pays qui, il y a 30 ans, se trouvait parmi les pays assez pauvres et espérants, développants, mais assez pauvres. Mais en utilisant la technologie, bien sûr, maintenant, on est dans une très belle situation et on peut aussi essayer d'aider les autres qui cherchent la même chose, qui cherchent une opportunité dans ce siècle où la géographie c'est rien et on a beaucoup d'opportunités dans tous les pays et on peut même imaginer un monde où on travaille dans tout le monde mais restant à la maison. Donc ce changement est rapide et j'ai vu que les pays d'Afrique veulent vraiment être une importante partie de ces développements et changements. Qu'est-ce qui justifie votre venue au Sénégal? Bien sûr, les bonnes relations qu'on a entre notre pays et le Sénégal. J'ai déjà vu votre présidente dans la réunion de l'OIF en Yerevan il y a quelques mois. Nos ministres des Affaires étrangères ont aussi parlé entre eux et on a trouvé que vos aspirations sont les mêmes, comme peut-être pour nous, un monde à pays, un monde développant, un monde où on lutte contre le changement climatique, un monde où on lutte pour les droits de l'homme, pour les droits et libertés de nous tous, pour la liberté économique aussi. Donc on a beaucoup de points communs et c'est pour ça que je suis là. Qu'est-ce que l'Estonie peut réellement apporter au Sénégal? On a déjà apporté avec moi aussi quelques entreprises d'Estonie qui ont expérience d'exporter nos services publics, donc services numériques publics. Ils ont travaillé avec les autres pays de Golfe, par exemple, aussi ici en Afrique. Et ils cherchent de tisser un réseau des enthousiastes dans ce pays pour faire développer vos services parce que les services publics dans un pays où les communications ne sont pas si bien, les routes ne sont pas si bien, c'est mieux pour les citoyens s'ils peuvent communiquer avec leur État sur la ligne parce que beaucoup de populations ici ont déjà un téléphone mobile. Utilisant ces liens avec le réseau global. Et on pense que peut-être si vous aviez un système comme nous, où tous les services publics sont sur la même plateforme, ce sera une bonne opportunité pour participer aussi pour la société civile dans les discussions dans ces pays, pas seulement le simple service. Mais ça, c'est quelque chose qu'on commence à discuter. Donc, on a 5 entreprises avec nous. Et s'il y a les entrées concrètes, je suis sûr qu'ils peuvent développer une opportunité de travailler avec vos ministères ici pour copier ce qu'on a fait à la maison. Parce que ce n'est pas nécessaire de toujours de développer quelque chose de tout nouvel. C'est bien possible d'utiliser ce qu'il existe déjà. Et ces entreprises, ils sont assez doués à expliquer comment changer le système de gouvernance
mais quand même, il faut répéter tout le temps que votre culture et votre culture d'administration, ça restera aussi dans le numérique. Donc ça ne change pas. Si vous voulez changer, c'est possible d'utiliser ces processus pour changer aussi vos processus administratifs. Mais en fait, c'est toujours votre culture qui sera préservée dans le numérique. C'est assez important de répéter tout le temps pour moi aussi, parce qu'on ne veut pas un monde monoculturel, pas du tout. Et c'est pour ça que moi, j'espère qu'on a plus en plus des opportunités de faire des choses tailor-made pour tous les États qui cherchent un numérique, un futur numérique, parce qu'autrement, on sera tout comme les autres. Et ce n'est pas notre objectif. On respecte le multiculturalisme et le multilinguisme, par exemple. En Estonie, accéder à Internet est un service social. 99% des transactions bancaires sont électroniques. 98% des prescriptions sanitaires le sont également, de même que 30% des votes. Comment est-ce que vous êtes arrivé à une si fulgurante révolution digitale en si peu de temps? C'est pas si peu de temps. On a commencé il y a 20 ans. Mais ce qu'on a fait, ce n'était pas de créer les nouvelles technologies. En fait, toutes ces technologies existent déjà dans le secteur privé, dans les pays développés. Et on a cherché de faire un État plus efficace parce qu'on n'a pas de ressources de faire un État assez traditionnel qu'on a vu dans les autres pays qui sont bien développés. Et on a cherché une moyenne moins chère. Et c'est ça qu'on a trouvé que ça peut nous aider à utiliser les technologies déjà existantes dans le secteur privé. Et en fait, c'était les premières années après le collapse de l'Union soviétique, quand on a regagné notre indépendance. Et on n'a pas su que le secteur public dans les pays développés normalement sont retardés en quelque chose, qu'ils n'utilisent pas les mêmes technologies, les mêmes bases des opportunités comme un secteur privé. On a pensé que tout le monde va faire ce qu'on a commencé il y a 20 ans. Mais c'est intéressant et peut-être quelque chose pour les sciences sociales d'analyser pourquoi les États ont tombé si loin du secteur privé. Chez nous, ce n'est pas comme ça. On a un État efficace, mais aussi moins cher, beaucoup moins cher qu'on a pu avoir autrement. Et bien sûr, l'Estonie est un pays seulement d'1 million de citoyens, mais c'est assez grand que le Néerlande. Donc, on ne peut pas imaginer qu'on a un office de, disons, service social, des impôts dans chaque village ou même chaque petit ville. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, numérique nous a donné une inclusivité pour toute la population et aussi l'efficacité de gouvernance. Au Sénégal, on a constaté que l'éducation est un peu en crise au moment où l'Estonie est classée 3e système éducatif le plus performant du monde dans le classement PISA 2015. Est-ce que vous avez prévu une collaboration avec les autorités sénégalaises sur le plan de l'éducation? C'est la décision des peuples s'ils demandent leur gouvernance à faire des efforts dans le secteur éducatif. Mais il faut aussi comprendre que ce n'est pas seulement qu'on vote pour un secteur force éducatif. Ça ne marche pas comme ça. Il faut comprendre que pour avoir une éducation inclusive où tous les enfants du pays pourraient participer, ça coûte cher. Ça nous coûte 7% de notre PIB. C'est pas normal. Beaucoup de pays ne paient pas si cher pour l'éducation. Mais chez nous, comme j'ai déjà dit, on a 1 million. Il faut que tout le monde ait une opportunité de développer. Et encore une fois, comme nos niveaux de vie ont augmenté rapidement, nos coefficients Gini ont aussi développé dans un sens qu'on est moins égal dans notre vie en Estonie. Mais quand le système des écoles reste
quelque chose de très inclusif et ça donne une égalité à la société où tous les enfants, même s'ils ont les parents qui sont pauvres, ils peuvent accéder dans les postes les plus hauts dans notre pays, aller dans les universités mieux. Et l'éducation est gratuite en Estonie jusqu'au niveau de l'université, 13e niveau aussi, donc c'est tout gratuit. Donc l'éducation ne dépend pas des ressources des parents. Et c'est vraiment important pour nous de garder ce système parce que c'est vrai que moi je pense que ça donne nous une opportunité dans ce monde des services, un monde industriel déjà passé. Donc, moi je trouve que si le pays pourrait avoir une discussion ouverte avec les citoyens, comment organiser que tout le monde paie beaucoup d'impôts, mais tout le monde reçoit une éducation, un service médical pour ça c'est peut-être quelque chose d'ouvertement discuté avant les élections dans tous les pays, parce que c'est un arrangement entre les citoyens et le gouvernement. On peut imaginer un système d'école, ça existe aussi dans les pays développés, système inégal, où il y a les bonnes écoles dans une bonne région, dans la capitale peut-être, et des écoles d'où tout le monde sait qu'il n'y a pas de voie dans les universités. Et si on a un modèle comme ça, c'est difficile à imaginer que les citoyens pourraient garder leur espérance pour le futur. Et ça peut nous donner une société qui ne pense pas qu'il y a quelque chose pour eux, pour par exemple payer les impôts. Donc c'est tout lié, tout mêlé. Vous êtes diplômé de biologie génétique et en même temps de business administration. Quelle est la politique que vous menez dans ce sens? Premièrement, moi je suis un chef d'État, mais je ne suis pas un chef de gouvernement. On a une démocratie parlementaire en Estonie. Donc moi je discute beaucoup de nos peuples, notre gouvernement sur une bonne voie, mais je suis plus libre d'accéder à ces problèmes philosophiquement peut-être. Donc moi je commande la discussion dans notre pays et c'est le commande sur les questions d'éducation, sur les questions de sciences, sur les questions de support social, aussi sur les questions d'économie, climat économique, parce que il y a 20 ans, j'ai travaillé avec notre premier ministre pour 3 ans, donc je comprends d'où on vient et peut-être j'ai une petite idée où on peut développer. Donc pour moi, en Estonie, c'est plus l'espace pour la discussion. Bien sûr, je pense aussi le Premier ministre, mais toujours en connexion avec notre Parlement, parce que finalement, c'est par le Parlement que le gouvernement passe dans l'office. Nous sommes un peu arrivés au terme de cet entretien, mais j'aimerais, avant de nous quitter, vous poser juste une dernière question. Jean-Paul et moi faisons partie de la délégation sénégalaise qui avait visité l'Estonie il y a 2 mois. Nous avons également vu qu'il y avait d'autres délégations qui sont venues un peu partout du monde, qui étaient venues découvrir les spécificités estoniennes. Est-ce que c'est une manière pour vous de vous ouvrir dans le monde? On est vraiment très ouvert, on est une économie libre et on participe dans toutes les opportunités d'échanger des biens et services librement. Le marché de l'UE, bien sûr, mais même avant ça, quand on n'a pas encore joint l'UE, on était un membre de WTO sans aucune limitation pour le libre-échange des biens. Donc on était ouvert toujours parce que pour avoir une économie qui peut croître plus grande que dans un petit pays, c'est autrement possible, il faut être ouvert. Et on est ouvert toujours. Mais ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on prend notre place parmi les États responsables de l'UE, d'aider, de développer les opportunités pour tout le monde et prendre soin de notre climat. Et c'est ça qu'on fait
assez quand on parle numérique et digital développement. Il faut toujours penser aussi qu'on peut sauver beaucoup de bois si on n'est pas sur le papier, beaucoup de carburant parce qu'on ne passe pas par les offices. Et comme ça, on cherche vraiment à prendre la responsabilité globale un peu. Et pour ça aussi, l'Estonie a proposé d'être un membre non permanent du Conseil de sécurité, parce que si on développe le numérique, il faut aussi comprendre qu'il y a les risques dans un monde numérique. Et ces risques sont assez forts que les risques traditionnels qu'on discute dans le Conseil de sécurité. Bien sûr, les conflits... Vous êtes confiante que vous allez avoir ce poste? Non, on peut faire notre cas, mais c'est pour les États membres de l'ONU de voter. Mais on pense que si on discute que les conflits de futur toujours aura un côté numérique, on n'a pas pris soin de ça encore. Et c'est quelque chose que peut-être l'Estonie comprend le mieux dans le monde. Ce n'est pas pour nous, justement, pour accéder à ce siège, pour prouver qu'on peut. C'est exactement pour prendre cette initiative. Mais bien sûr, on supporte aussi que l'Afrique trouverait une place, au moins une place permanente dans ce conseil. Et on supporte qu'on prenne soin de nos problèmes climatiques, parce que le changement climatique, ça tue les nations en Pacifique. C'est une arme lente, on peut dire, mais c'est quand même une arme de destruction massive, en fait. Donc, tous ces éléments de ce travail de ce conseil nous sont importants aussi. Mais on peut ajouter quelque chose de numérique en discussion, en conseil, parce que c'est le futur. Et ce sera important de protéger nos gouvernances numériques partout. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous prochainement dans d'autres rendez-vous.